Salut tout le monde, bienvenue sur The Player, c'est Yoni Plays Music et aujourd'hui je suis en compagnie de Paul Iron. Enchanté. Enchanté. Merci de me recevoir. De rien, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es, ton univers et ton âge et ce qui t'a amené à être aujourd'hui ici dans The Player? Ça marche. Alors du coup, Paul Iron, donc je suis guitariste, chanteur et bassiste. Je suis actuellement intermittent du spectacle, ce qui veut dire que je vis de la musique. J'ai 30 ans. Et en fait, j'ai eu la musique présente tout au long de ma vie avec moi, parce qu'en fait, mon père est musicien professionnel. D'accord. Alors, c'est pas du tout quelqu'un qui m'a poussé vers ça, mais vu que c'était tout le temps là, c'est quelque chose qui m'a semblé accessible. Sachant que, comme il a été avec des groupes quand même pas mal connus à l'époque, j'ai pu, quand j'étais petit notamment, monter sur des grandes scènes, parce qu'il y avait des chansons spéciales pour les enfants. Et aujourd'hui, tu me dirais, je foule les mêmes scènes, je serais en mode genre trop bien, alors qu'à l'époque, je m'en battais les steaks. Ah ouais? Ouais. Et il faisait quoi comme instrument ton père? Guitare et trombone. Ah, c'est pas commun, guitare, trombone. C'est ça. Alors le trombone, j'en ai fait un petit peu quand j'ai voulu me professionnaliser, mais à la base je suis guitariste, vu que j'étais dans une école de jazz de trombone. À un moment ça m'a un peu gonflé, du coup j'ai fait non, c'est La guitare. la guitare et la basse. Et la basse. Et le Donc chant. dès le début, basse, guitare, chant. Ouais, ma première scène en mon nom propre, enfin mon nom propre disons, sans du coup ce soutien paternel, même si ça a été en tant que bassiste-chanteur, comme quoi. Et son conseil c'était, d'ailleurs c'était une colonie de vacances de musique, et son conseil c'était il va y avoir une flopée de guitaristes, alors que si tu vas en tant que bassiste, c'est sûr que t'as des groupes. Ah, ça c'est sûr. Hein. Et il n'avait pas tort, parce que je suis arrivé là-bas, et le premier soir, il y avait 4 personnes qui me disaient « Hey, tu veux pas faire la basse dans mon groupe ?» Ah, ça c'est pas mal. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. 16 ans, 15-16 ans. première scène, en tant que bassiste-chanteur. C'est ça. Et t'avais pris des cours de basse, guitare, chant avant? Non, full autodidacte. Full autodidacte? Pas de conservatoire? Rien du tout. Mon père m'a dit, m'a montré vite fait quelques trucs. D'accord. Mais en gros, sa démarche, ça a été beaucoup. Je veux pas te forcer à faire de la musique parce que j'en fais. Donc si tu veux en faire, il faut que tu me montres, que t'en veux. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plus aidé une fois que j'ai été sûr de vouloir en faire. Mais c'est pas lui qui t'a dit qu'il fera de la musique, c'est toi, en le voyant faire. Non, et puis j'ai vu aussi les moins bons côtés de la musique, avec des fois, malgré tout, des périodes où quand il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de thunes. Et quand il n'y a pas de thunes, tu vois tous les éléments de la vie qui font que tu sors moins, les trucs à manger, ça devient du marque-repère, Ouais. les trucs de la vie en fait. Et du coup, il m'a bien redit, attention, être musicien, c'est super, c'est merveilleux. Il y a des moments où il faut galérer, où il y a de la galère, mais c'est les moments où il faut tenir bon. Ouais. Et si tu bosses rigoureusement, le jour où ta chance passe, t'as des chances d'être prêt, et à ce moment-là, on y va quoi. T'as appris le fait de persévérer et de croire en ce que tu fais du coup. Ouais. Après, mon père, c'est quelqu'un qui est vachement... on va pas faire tout sur lui. C'est quelqu'un qui est vachement dans la musique et pas trop dans le côté organisation, production, tout ça. Et ça, pour le coup, c'est ce qui a fait que j'ai aussi voulu monter mon projet. C'était là, je sais que du coup, lui, il appartient à l'ancienne école où en gros, tu te faisais repérer par quelqu'un si t'avais assez de chance, parce qu'il faut pas croire, il n'y avait pas beaucoup de gens repérés non plus à l'époque. Hein. Ouais, c'est sûr. On dit c'était mieux avant, mais il y avait quand même ce même système où ça marche vachement mieux quand tu connais le cousin du producteur. Quoi. Ah oui, non, c'est tout aussi oui. mieux. Hein. C'est encore aujourd'hui, hein, mais c'est juste qu'à l'époque, il y avait moins les réseaux sociaux pour le savoir. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, toi, t'es beaucoup sur YouTube, t'es beaucoup sur Insta. J'ai vu que tu faisais pas mal de vidéos. Ouais. C'est plus facile de se démarquer et on passe moins par le système classique, label, maison de production, etc. Disons que t'as encore plus ton destin entre les mains aujourd'hui. Ok. Le coup de chance peut arriver, les coups de pouce famille, professionnelle, ça existe. Oui. Toujours, ça existera toujours, je pense. Et globalement, faut y aller à donf, et voilà. Un jour, peut-être, la chance passe, et faut savoir la saisir.
Et quelles étaient tes inspirations quand tu as commencé la guitare? Est-ce que tu aurais 2-3 groupes à nous donner qui t'ont fait « Ah oui, je veux faire de la musique ». Alors je peux te dire que c'était à 10 ans. Je jouais à l'époque à Dofus, le MMORPG. Tu jouais à Dofus et... Et un jour j'ai vu une vidéo avec un gros son de métal derrière. J'étais en mode genre putain, c'est trop bien, vas-y je veux faire ça. Sachant que jusqu'à mes 10 ans, musique faisait partie de ma vie, j'avais fait un peu de batterie. Mais globalement, voilà quoi. Ça m'éclatait pas plus que ça, je voulais être pilote d'hélicoptère. Bah, c'est une toute autre vie qui aurait pu s'ouvrir à toi. C'est vrai. Et au final, j'ai écouté ce truc-là, je fais c'est trop bien. Du coup, mon père me dit ah mais attends, c'est du métal. Du coup, on est dans une brocante de CD. Il m'a acheté un CD de Motorhead, 2 d'ACDC. Oh. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris confiance qu'ACDC existait. C'est devenu et c'est resté mon groupe préféré. Ok, donc c'est vraiment ACDC qui a drive cette passion. Le gros déclencheur, c'est ça. Mais j'ai pas commencé à faire de la guitare tout de suite. C'est que vers 13-14 ans que je me suis dit mais attends, j'ai trop envie de faire ça. Et c'est notamment en regardant le film School of Rock avec Jack Black, avec le... qu'en plus, du coup, j'avais entendu avec ACDC, parce que c'est le premier CD que j'ai eu, c'est le premier CD ACDC, exactement. Et en fait, mon père m'a dit, en fait, le jouet, c'est ça. Et j'ai fait le truc extrêmement insupportable, d'ailleurs ça jouait beaucoup moins ma verbe. C'est le moment où génial quand t'es ado, où tu peux passer 3 heures à faire le même truc et tu vois pas les heures passer. Et du coup, avec le recul, je suis en mode genre ça se trouve, il m'a entendu pendant 3 heures faire ce putain de riff jusqu'à l'avoir à peu près, et encore pas bien. Et ça a été le début de la guitare pour moi. Et tu jouais sur les guitares de ton père du coup au début Ouais, il m'avait prêté une petite Squire 51. Ah ouais. Qui est en fait pas du tout une Telecaster, c'était une bizarrerie. À l'époque, je savais pas ce que voulait dire Telecaster ou Stratocaster, donc quand les gens me posaient la question, je disais à chaque fois au pif. Et en fait, là où c'est vraiment bâtard, c'est que c'est un corps de Strat avec un manche de télé, un simple et un double. C'est-à-dire que t'as aucun repère, quoi. Oui, c'était vraiment les prémices de la série paranormale, un petit peu de chez Squire. Exactement. Ouais, d'ailleurs, c'est une super guitare, si un jour j'en croise une, peut-être que... Ouais, elle est pas mal. Et t'en es venu quand à la Jazzmaster? Alors, figure-toi que ça, c'est la guitare de mes 30 ans, et que je ne m'y attendais absolument pas. Ah ouais? Alors, le fabricant, la Denso, c'est encore une histoire simple. C'est un Sicilien qui vit en Belgique, que j'ai rencontré à Paris. C'est le début d'une mauvaise histoire drôle. Non, c'est un monsieur qui s'appelle David D'Ascenzo. J'espère que c'est David. Qui en fait, que j'ai repéré à Montrouge l'année dernière, enfin on était plein à repérer, des guitares qui ont du coup ce look vintage, c'est très pas toutes, mais en fait David c'est un gros, c'est un mec qui joue beaucoup et qui du coup s'est dit comment je fais pour faire mes guitares préférées, mais les meilleurs outils possibles pour que ce soit fiable et inspirant. Ok. Et je l'ai vu plusieurs fois sur cette guitare sur son stand, et un jour j'arrive, et du coup, stand de la guitare plutôt de l'année dernière, et il y avait cette Jazzmaster qui s'appelle la Daybreaker. Est-ce que chacune a un nom du coup Non, il y a des noms, selon les modèles, mais apparemment ils ne savaient pas encore comment appeler cette Jazzmaster, et ça a été un des premiers noms, maintenant elle s'appelle autrement. Ok, du coup, donc ça la rend encore plus unique, c'est ça qui est génial. Et donc c'était que depuis l'année dernière que tu l'as, et c'est devenu ta guitare principale. C'est mon méga coup de cœur, en fait je tourne sur 3 guitares, plutôt 4. J'ai du coup, ma guitare principale pour mon projet c'est une Telecaster, une C-Line, je pourrais t'envoyer une photo. Ouais. D'un luthier à Annecy qui s'appelle Gibro. Ok. Ça pour le coup c'est le guitariste de mon groupe, Théo, qui m'a présenté, une guitare extrêmement légère, donc pour la scène, parfait. On a fini les mots de dos. Ouais, en bon. plus t'as vu j'ai 30 ans, je m'avoue. Ouais, donc extrêmement légère, hyper fiable, qui résonne l'enfer, qui sonne super. Donc voilà, ça, ma télé c'est la guitare principale. D'accord. Ça c'est la deuxième, j'ai soit l'une soit l'autre, donc Denso full original, que du bon. J'ai aussi maintenant une Strat Denso. Ah oui, donc tu continues. Ouais, la prochaine, s'il y en a une, ce sera une basse. Il fait aussi des basses.
Ah bah, t'en as pas fini, t'en as acheté du coup. Je vais être très honnête, je vais mentir à personne, non. Je voulais maintenant te poser quelques questions sur ton projet. Donc tu nous as sorti ton projet Everybody Tries. Exactement. Il est sorti. Il est bon. Ouais, très belle pochette, c'est qui l'a faite d'ailleurs? C'est une artiste qui s'appelle RTML, recommandée d'ailleurs par Julien, le patron de Epcat. J'ai vu une affiche chez lui. J'étais en mode genre, cette affiche est trop belle, en plus j'adore un peu l'art nouveau, tout ça. Et il m'a dit, contacte-la, elle bosse hyper bien. De toute façon, on mettra aussi ses réseaux en description. Carrément, comme ça, on mérite carrément. Et du coup, voilà, je lui ai parlé du projet. En plus, j'étais un peu dans le rush parce que quand c'est le premier, l'organisation, le rétro-planning, tout ça, c'est pas optimal. Et elle a réussi à sortir ça, qui est quand même beaucoup trop beau. Oui, c'est vrai que c'est très très sympa et ça colle vraiment au niveau de l'univers que tu essaies de partager. Enfin, en Merci. tout cas, je trouve. Personnellement, mon titre préféré, ça se bat entre Starry Night et Two Better Days, que j'ai beaucoup aimé. Parce que ça fait très rock bluesy et en même temps, on sent qu'il y a de l'énergie, il y a des choses à revendre derrière. C'est très très sympa. C'est un peu un mi-nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue vu que j'ai 20 ans. Oh, t'inquiète, moi non. Et en même temps, on sent que c'est moderne. C'est ça qui est très très intéressant. Tu pourrais nous en dire plus sur comment le projet est venu Le projet est venu du fait que j'ai toujours composé des petites chansons. D'ailleurs, quand j'étais avec Julien Bitoun à la basse, quand on a sorti 2 albums, sur chaque album, j'ai pu placer une chanson. Et du coup, j'ai continué à écrire des chansons. Et à un moment, mon entourage me poussant un peu, je me suis dit, allez, je vais essayer de sortir mon premier disque avant mes 30 ans. Voilà, j'ai bien chargé le truc, j'ai composé genre 12 chansons. Je suis allé voir un de mes potes qui a un studio à Montreuil qui s'appelle Baptiste. Et on a sélectionné 5 morceaux, on a lancé la production, j'ai tout enregistré chez moi. tout chez toi, donc chez toi et dans son studio? Ouais, Okay. Toutes les guitares, toutes les basses chez moi. La batterie, pour le coup, chez mon batteur, Joseph Kos. Oui. Et les voix, par contre, en studio, parce que je voulais avoir cette petite pression du studio qui fait que si jamais c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Et du coup, tu te prépares bien en amont, t'arrives, t'es prêt. Et voilà un peu comment ça s'est passé. J'avoue qu'en termes d'influence, je me suis pas posé 1000 questions. Je me suis juste dit, je compose, et si ça me plaît, tant mieux. D'accord. Donc tu t'es pas limité à un univers, t'avais une idée globale d'un projet ou c'est vraiment plein de morceaux différents que t'as mis après ensemble? C'est plein de morceaux ensemble et il s'est dégagé une vibe commune, donc tant mieux. Mais après il y en a certains qu'il fallait... Enfin c'est pour ça aussi qu'il fallait faire un tri. Genre sur les 12 compos, il y en a certaines qui allaient clairement dans des univers très différents. Et là le but c'était surtout de faire un premier jet un peu cohérent pour montrer un peu mon univers maintenant. Voilà, il est sorti ce truc avec des sonorités qu'on connaît. Mais ce qui était très important, c'est que je voulais que ce soit des chansons. Je voulais qu'il y ait des refrains reconnaissables. Je voulais qu'on ait une ligne mélodique à suivre. Parce que j'adore le rock, mais si jamais tu me fais genre... Blablabla, 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 je suis en mode genre... AC/DC le fait très bien. Faut le faire aussi bien qu'eux, il faut y aller. Et en général, je trouve que ça fait que la guitare... Enfin, en fait, le riff de guitare devient le prétexte pour une chanson. Et sur certaines chansons, je dis pas, ça marche, mais il se trouve que moi j'ai un peu de mal à conscientiser un truc comme ça. Et comment tu donc écrivais d'abord les paroles puis des riffs, d'abord des riffs puis des paroles, c'était quoi ton processus de création? Plutôt une guitare acoustique où d'abord tu fais tes accords, par exemple pour le titre de l'album, Everybody Tries, c'est vraiment faire... J'ai commencé à chanter dessus et au fur et à mesure, je commençais à trouver la suite. C'est super sympa comme manière de travailler. L'acoustique, c'est ce dont on parlait avec Sacha dans le premier épisode. Super important de composer d'abord à l'acoustique, puis après à l'électrique, enfin, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ça dépend, parce que je suis en train de te dire, faut pas tout mettre sur le riff de guitare, mais par exemple, Two Better Days, donc... j'avais le riff avant la chanson. Je suis pas une contradiction près. Et du coup, pour celle-là, t'as écrit les paroles en écoutant le riff en boucle, ou c'est vraiment t'avais une idée à travers ce riff, un mot à faire passer, un message, et ça t'a inspiré des paroles? Même pas. Je vais peut-être désacraliser un peu la composition, mais
faites pareil. Comment vous composez? De toute façon, aucune chanson vient pareil, aucune guitare te transmet la même émotion. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est juste, j'ai joué le riff en boucle, et à un moment, j'ai eu un début de mélodie qui est arrivé. Et très souvent, dans ces cas-là, et ben en fait, le premier thème qui te vient, c'est le bon. Ok. Et est-ce que tu aurais un titre en particulier sur ton EP que tu préfères parmi tous les autres? Wow. Je suis extrêmement satisfait par Starry Night. Ok. C'est un titre qui je trouve est complet. Genre, il y a les sons que j'aime, il y a la structure que j'aime. S'il y en a un que je trouve vraiment bien, c'est Starry Night. c'est celui-là me transporte. Genre, je le mets dans la platine, je ferme les yeux. Et tu te laisses. Ouais, je peux faire presque abstraction que c'est moi qui l'ai écrit. Ah bon? Parce Ouais. que pour certains, c'est difficile de s'entendre chanter ou jouer. Est-ce que ça te le fait aussi? Ça me le fait un peu, de moins en moins, parce que T'es content de ce que tu fais? en fait, ça me le fait surtout s'il y a quelque chose que je sais dans la musique dont je suis pas satisfait. Alors par contre, ça me renvoie à la figure parce qu'on me dit « Ah ah, c'est ta faute !» Et dans ce cas, moi, ça me sort du truc. Et pour le coup, C'est sûr. Starry Night, évidemment, aucune chanson n'est parfaite, mais elle me satisfait assez pour que je puisse faire abstraction. Et tu l'avais sorti en septembre, c'est ça? Ouais, septembre 2025, vu que je suis né en décembre 95, donc juste avant mes 30 ans. Avant les 30 ans. Voilà. Mais c'est con, mais me donner une deadline, ça m'a aussi fait que je me suis bien bougé les fesses et qu'au final, c'est sorti. T'as mis combien de temps du coup à composer? Composé, pas tant de temps que ça, un peu moins de 6 mois pour les 12 chansons. Et enregistré, on a commencé le 2 janvier. Le 2 janvier. 2 janvier 2025. Et en plus, je me rappelle, j'étais en mode genre, ça doit, si on enregistre le 2 janvier, je sais que le jour de l'an juste avant, mais ils étaient chauds. Mais c'était chaud, parce que du coup, t'es accompagné par les mêmes musiciens tout le temps. Eux, ils ont pas enregistré par contre, c'est toi qui as tout enregistré. Sur cet album, c'est moi qui ai tout enregistré sauf la batterie, du coup, Joseph Ross. Sauf la batterie. En termes de guitare, c'est tout moi, sauf le premier solo de guitare de Starry Night, c'est Swan Vaud. D'accord. Et le solo de guitare de Two Better Days qui était au cornet. D'ailleurs, c'est suite au fait d'enregistrer ce solo où quand j'ai invité Théo au resto pour lui dire merci d'avoir fait un feat, et il m'a dit bah écoute, si t'as besoin de quelqu'un pour ton équipe live, je suis chaud. Et vu à quel point c'est une personne adorable et ridiculeusement talentueuse, que ce soit en technique ou en musicalité, j'étais genre oh non, zut alors, quelqu'un de talentueux dans l'équipe. Bon, ils sont tous talentueux. Tu pourrais nous détailler un petit peu ton équipe. Tu le fasses maintenant? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, à la batterie, nous avons donc Joseph Kos, un batteur incroyable qui joue aussi dans Lazoï et dans les Modipo Boys. Lazoï est le groupe dans lequel j'étais avant de Techno Rock. Techno Rock? Ouais. Mais ça devenait un poil trop moderne pour moi avec beaucoup de... Pas je dis trop moderne parce que c'est péjoratif. En fait, c'est juste que le style ultra pop actuel avec beaucoup d'effets d'autotune, c'est pas trop ma cam. D'accord. J'ai vu l'envers du décor avec tout ce que ça demande, la pré-prod, le fait qu'il faut vachement bosser ton esthétique, t'as intérêt d'avoir des machines à jour, il faut être calé avec ton ingé, c'est extrêmement exigeant, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. Mais la Zoé, c'est des gens adorables, ce qu'ils font, c'est hyper cool. Du coup, à la basse, c'est Soigner le Zingre, ma comparse qui était avec... on faisait le bass-bat avec Julien Bitoun. En fait, c'est une... pareil, elle déjà en termes de basse, elle est super, elle fait des chœurs aussi, c'est une excellente amie, c'est une musicienne bourrée de talent et c'est aussi une batteuse qui a d'ailleurs sorti un bouquin qui s'appelle Batteuse. C'était un peu évident de l'apprendre, ouais, je savais que ça allait matcher. T'as la Dream Team un petit peu avec toi. J'ai complètement la Dream Team avec moi. Et GTO, qui aussi est un être humain adorable, extrêmement doué, qui sait faire à peu près tous les styles de guitare possibles et imaginables, qui tue sa race au slide. Oh, c'est stylé le slide. Hein. Ah ouais, mais alors, tu vois, genre des fois je me mets au slide et puis je réécoute ce qu'il fait, je fais non, mais en fait c'est pas la peine. Note positif. S'il faut du slide, t'appelles Théo et puis c'est tout quoi. Donc t'as un parcours maintenant qui est quand même assez développé, t'as joué avec Julien Bitoun, t'as eu plein de projets les uns après les autres, t'as enfin lancé ton propre projet.
Exactement. C'est une aventure d'un EP ou il y a d'autres... Dans le deuxième EP, les compos sont faites, c'est pareil, on a une bonne douzaine, on est en train de choisir les 5 qu'on défendra en 2027. J'avais d'autres questions, c'est que Bien sûr. tu as déjà fait d'autres lives avec eux, t'en as fait combien pour présenter le projet, pour le défendre? Ouais, alors pour l'instant c'est un projet, on a fait 2 dates en formation complète. Donc il y a eu la release party à la Péniche Antipode en septembre, et on a fait un Supersonic en octobre. Et là le but du jeu c'est de booker des dates pour en avoir 15 en 2026. 15 en 2026, Voilà, c'est mon but. Si plus tant mieux, mais... Beaucoup de dates à prévoir. T'as déjà des idées des salles ou... Ah ouais, là il y en a déjà 7. 7 de Calais. Est-ce que tu en aurais pour le mois d'avril à donner? Comme ça, on donnera rendez-vous à tous nos viewers. Le prochain concert que vous pouvez aller voir, c'est le 17 avril à la Ferronnerie Montgalais à Paris, ou alors le 24 avril à la Mécanique Ondulatoire. Sachant que le 17 avril, ce sera avec Lazoï, du coup mes copains, et le 24 avril, ce sera avec en première partie le groupe Placide, et pour clôturer le show, l'Ambulancier. Bah maintenant on va parler du matos. Allez, vas-y, parlons matos là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le pedalboard que tu nous as ramené aujourd'hui? Alors du coup, j'ai ramené le pedalboard que j'utilise en live avec le groupe, parce qu'avec le groupe, on joue sans ampli. C'est donc un pedalboard avec une simulation intégrée. Donc je fais dans l'ordre du chaînage, donc guitare merveilleuse, dans un accordeur, qui j'aime bien parce qu'il a la particularité déjà d'être bien visible dans le noir, et aussi il a une fonction timer qui me permet de savoir combien de temps s'est écoulé depuis le début du set, ce qui est pratique quand tu fais des sets timés. C'est Walrus Audio. Walrus Audio, d'accord. C'est une marque... C'est américain, c'est une marque boutique. Ça, c'est une Augustus de chez Dusky, c'est une Octavia, c'est donc une fuzz qui génère une octave au-dessus. Ah, donc ça fait et octaveur et fuzz. C'est ça, mais en fait c'est une fuzz où tu peux pas retirer l'octave au-dessus. Là, ce qui est très cool, c'est que tu as moyen de faire des sons extrêmement bizarres avec, et c'est un peu la secret sauce. Ça, c'est une Night of Tone, donc c'est une copie de la King of Tone Analog Man. C'est donc 2 fois la même pédale, il y a un overdrive qu'on dit typé Blues Breaker. Et du coup, c'est un mec qui s'appelle Théos qui fait ça, et qui est pas très loin de chez moi à Sartrouville. Et j'adore ce qu'il fait, je m'adapte. Ensuite, ça, c'est un Equalizer Boss, qui est pour moi, je pense, l'une des pédales les plus sous-estimées, disons. Parce qu'elle est de plus en plus connue, mais elle est très sous-estimée. Je pense que c'est important les EQ, de toute façon. l'EQ, c'est hyper important, et surtout, en fait, ça peut quasiment tout faire. Tu t'en sers pas que comme EQ, tu fais d'autres Non, choses. là, dans ce pedalboard là, c'est un boost. Tu vois, là, il est pas boosté de beaucoup. Il y a un peu le level général et un peu les fréquences médium. Avec ça, t'es sûr et certain que ton solo il passe. Ça, c'est un chorus qui sonne trop bien, de chez Brown Effect. En fait, c'est la pédale, je pense, la moins chère du pedalboard. Et je pense que c'est celle qui fait le plus de trucs. Très bien, pas sous-estimé boss. Qui a un nom qui est improbable. C'est la SSHAC. Voilà. SKAC, c'est pour Sky Snake Hawk Attack Chorus. Waouh, genre les mecs aiment se prendre la tête. On dirait un hélicoptère américain un peu. Je pense que ça vient à peu près de ça. Je suis un mec pacifiste. Là, ça rend un très joli pedalboard en tout cas. Merci. Mais petit, parce que vu que je chante en même temps, si c'est le bordel, c'est compliqué. Ouais, et j'ai pas envie de faire des claquettes pendant que je chante, parce que si je veux trop réfléchir à ce que je fais pendant que je chante, je me concentre plus sur le chant, et les gens entendent mieux quelqu'un qui chante mal qu'un son de guitare dont ça se trouve t'es super fier, et en fait, ils s'en foutent. Et ça, enfin, c'est la Tonix One, donc je me sers comme simu d'ampli, qui est ultra pratique, pareil, c'est incroyable à quel point une petite pédale comme ça peut faire des trucs. Et là dedans j'ai un preset, j'ai 2 presets, donc le violet c'est le clean, le jaune c'est le saturé, et c'est 2 presets d'un même mec qui est un guitariste américain qui s'appelle Tim Pierce, qui est assez connu sur YouTube. En fait j'ai essayé plein de simulations parce que notamment je fais aussi pas mal d'événementiels, et en événementiel régulièrement je peux pas avoir d'ampli. Ouais. Du coup il me fallait une bonne simu, et je voulais pas un truc énorme. Bah, je t'avoue que moi, la simulation, j'y vais de plus en plus
Même si un ampli, ça reste quand même assez irremplaçable, mais c'est juste sur scène, peu de gens voient La différence. peu de gens voient la différence. En termes d'encombrement, c'est incroyable à quel point c'est moins. Mais si j'avais un ampli qui tue, probablement que j'utiliserais sur scène un ampli qui tue. Bah moi, il y a aussi le fait, il y a beaucoup de super youtubeurs, beaucoup français qui ont des super conseils. Moi, notamment un que j'ai découvert il y a 2-3 ans, que je suis beaucoup, qui s'appelle Kevin Roche, qui est un guitariste qui est dans la région du centre, qui en fait un jour a fait une vidéo que j'ai trouvée extrêmement vraie, qui dit tous répétez avec le matos avec lequel vous allez jouer sur scène. Parce que sinon, vous allez arriver, et si t'es un super ampli mais que tu joues jamais avec, bah, le jour où t'es sur scène, bah t'es perdu. T'es perdu. Ouais. Donc il faut avoir le courage de se trimballer avec le matos avec lequel tu vas jouer, et je me suis dit, bah en fait, si tout mon matos est sur mon pedalboard, bah je répète avec, Ouais, c'est bon. et sur scène, je suis tranquille. C'est fini de porter la tête plus le câble, parce que ça aussi c'est très très embêtant. Bah, les dernières questions que je voulais te poser, c'était quel serait ton conseil pour un débutant qui veut se lancer dans la musique et qui veut, comme toi, essayer vivre de la musique et lancer ses projets? Alors mon conseil, c'est fait, c'est mieux que parfait. Faites des choses, n'ayez pas peur de vous lancer, de commencer à les faire, parce que de toute façon, c'est impossible de ne pas faire d'erreur. Donc autant y aller, franchement, même si on n'est pas sûr, parce que de toute façon, plus vous allez faire, mieux vous allez faire. Ça reste un métier extrêmement humain, qui en plus est de plus en plus inclusif, même si on ne va pas se mentir, il y a quand même il y a des progrès encore à faire. Il y a énormément encore de progrès à faire, mais voilà, il y a plein de groupes qui nous montrent qu'il y a des chemins alternatifs à part les grosses majeures qui sont possibles. Il y a de la place pour tout le monde tant que le talent et l'envie sont là. Et si jamais vous pensez que vous ne pouvez pas y aller parce que vous manquez de talent, James Brown disait « Le talent, c'est ne dire que 10% du boulot que vous faites vraiment. » Bah merci beaucoup. Mais James Brown, c'était pas un super truc. Mais merci d'avoir répondu aux questions, merci d'avoir accepté de venir dans le format. Ah mais ça me fait hyper plaisir et je trouve ça qualitatif. Vous êtes très sympas tous. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à Robin, encore une fois, qui est derrière les caméras, Canel, qui aide à la conception des épisodes et à leur mise en place, parce que tout seul ce serait pas possible, évidemment. Et donc, merci de soutenir The Player. On va passer, comme le veut la tradition qui commence un petit peu à s'instaurer à la jam. C'est le 4e épisode, les gars. La tradition arrive.
Bah, ce que tu veux. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure l'interview? Merci. Bah, merci à toi d'être venu. Déjà, c'était très très cool. On a partagé Ça tourne? un très long moment. Ça n'a pas cessé de tourner, je pense, depuis qu'on fait nos conneries. Bah, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce 4e épisode de The Player. Merci à Paul Iron d'être venu, Merci d'avoir accepté. accueilli. Bah, de rien, il n'y a pas de Et souci. merci Canel, et j'ai oublié ton prénom. Robin. Encore une fois, merci à Robin, à Canel et à toute l'équipe. On se retrouve pour le prochain épisode. C'est Yannick le premier. Il y a encore de la place. Et voilà. Merci.